Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Une nouvelle agence en charge de la politique environnementale de la Côte d'Ivoire. Il sera mis en place une police de l'environnement pour faire respecter les règles en matière de gestion et de protection. C'est ce que prévoit le projet de loi portant code de l'environnement, le texte adopté par les députés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, justement, et la Cour des comptes ensemble pour le contrôle de l'action publique. La Chambre basse du Parlement a mis en place une commission permanente parlementaire. Les deux institutions ont eu une séance de travail. Ils ont défini les axes de leur coopération. Ce tandem vient renforcer les actions d'évaluation de l'action gouvernementale. Une autre coopération, cette fois au niveau de l'agriculture, un front ouvert contre les acheteurs véreux de cacao aux frontières. La 4e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana prend des mesures. La principale décision, c'est la mise en place à partir du 2 septembre d'un dispositif sécuritaire commun pour solutionner ce problème. Au moins 228 personnes ont été tuées et plus de 900 blessés dans une catastrophe ferroviaire en Inde. L'accident implique plusieurs trains dans l'est du pays. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu sur le site de l'accident. Retracer l'histoire du peuple sénoufo, son vécu, ses traditions, ses valeurs, la restitution de cette vérité ancienne est le défi de la jeune génération qui ne veut pas être le dernier maillon de la chaîne. Perpétuer donc l'histoire, mais ce mythique peuple n'est pas perméable aussi facilement. La parole est rare, tout n'est pas dissible. Comme pour respecter son symbole, le kalao, dont le ventre large signifie la fertilité, le savoir, et le bec crochu, le silence. Entre tout savoir et ne pas tout dire, la mission n'est pas aisée, mais des intellectuels s'y attachent quand même. À l'image de Ouattara Yeti Yacouba, l'invité de la page culture de ce soir, auteur de Odyssée du peuple sénoufo, récit historique, l'invité de la page culture. Bonsoir. Bonsoir, M. Koloto. Alors, ça fait quand même plaisir de vous recevoir, de parler, oui. évidemment avec cette tenue. Merci à partager. Merci encore pour l'invitation. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. D'accord, on en reparle tout à l'heure. L'Odyssée du peuple sénoufo, récit historique. Ouattara Yeti Yacouba, l'invité de la page culture que nous recevrons tout à l'heure dans 30 minutes pour en parler un peu plus largement. En attendant le tour de l'actualité, un projet de loi portant code de l'environnement adopté à l'Assemblée nationale. Il prévoit la création d'une nouvelle agence en charge de la politique environnementale du pays et de la mise en place d'une police pour faire respecter les règles en matière de gestion et de protection. Le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis, était à l'Assemblée nationale. Moussa Konaté. La protection de l'environnement est réglementée par la loi de 1996 portant code de l'environnement. Au regard des réalités climatiques actuelles, cette loi présente des insuffisances. Ces insuffisances portent sur les nouveaux enjeux écologiques, notamment la lutte contre les changements climatiques, la protection de la diversité biologique, la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, la gestion des déchets et d'équipements électriques et électroniques, le développement de la fiscalité environnementale, la réglementation des polluants organiques persistants, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre l'érosion côtière, l'implication des collectivités territoriales, du secteur privé et des associations de protection de l'environnement. Des questions que prend en compte le nouveau projet de loi portant code de l'environnement, adopté par les députés en commission. Quand vous avez par exemple des déchets d'équipements électroniques et électriques, vous avez des déchets issus des pneumatiques, notamment les pneus usagés, vous avez des déchets issus de plomb, des piles, tous ces déchets seront traités, mais seront traités par ceux qui produisent, qui fabriquent et qui importent ces produits. Donc ils ont la responsabilité de traiter la fin de vie de ces produits-là. Voilà quelques innovations importantes qui ont été intégrées dans le Code de l'environnement. Le texte prévoit la création d'une police de l'environnement chargée de faire respecter les mesures de gestion et de protection de l'environnement. Également, la mise en place d'une nouvelle agence en charge de l'exécution de la politique environnementale. Une autre séance parlementaire, cette fois à Yamoussoukro au Sénat. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a présenté le projet de loi sur la protection du patrimoine culturel national. Le texte adopté est un renforcement du dispositif légal. Il permettra de donner un mieux-être aux acteurs culturels. Kader Sogodougou. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour le développement de son secteur culturel. Tout est fait pour le mieux-être des acteurs.
Cela est soutenu par des lois fortes. C'est dans ce cadre que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, en sa qualité d'émissaire du président de la République, introduit au Sénat le projet de loi portant protection du patrimoine culturel national. Ce travail qui a été réalisé se fait aujourd'hui pour nos communautés qui sont conscientes de l'intérêt de protéger notre patrimoine culturel, de protéger notre identité. Parce que le bien le plus fort pour un pays, c'est son identité, c'est son patrimoine, c'est sa culture. Et cette culture doit être préservée, elle doit être encadrée, elle doit permettre aussi d'être transmise aux nouvelles générations. Et donc je me réjouis aujourd'hui que ce cri du cœur de nos communautés ait été entendu par les sénateurs. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles. Il sera bientôt soumis en plénière. Le gouvernement met aussi un accent sur son dispositif d'accompagnement des jeunes pousses dans les TIC. La Côte d'Ivoire va participer à Vivatech 2023. Les ministres de la Communication et de la Promotion de la Jeunesse ont animé une conférence de presse. Ils ont présenté les startups désignées pour représenter le pays à ce salon de l'innovation technologique à Paris. À Midiarasuba, Abdoulaye Kone. Environ 12 startups ivoiriennes prendront part à la Vivatech 2023. Elles devront représenter la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, à savoir la technologie, la télémédecine, la réassurtech, l'agritech et le e-santé. Une occasion pour ces start-upers de rechercher des partenaires financiers et techniques, de vendre aussi leur savoir-faire et de s'inspirer d'autres pratiques pour le développement de leurs entreprises. À cet effet, une stratégie nationale du numérique a été élaborée en décembre dernier en vue de permettre la création d'un climat favorable à la promotion et au développement de ces startups. Qui comprend une stratégie de l'innovation dont l'un des enjeux est de mettre en place le cadre juridique permettant la création d'un climat favorable à la promotion et au développement donc des startups. Un plan structuré va permettre ensuite de donner des réponses appropriées à travers 5 actions prioritaires. La première action de ce plan, c'est l'aménagement et l'opérationnalisation du cadre institutionnel et juridique des startups numériques en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé avec la loi, suivront tous les décrets d'application donc de cette loi-là. En plus de la loi qui encadre le secteur, plusieurs actions sont entreprises pour venir en appui à certains start-upers ivoiriens. En janvier, c'est à peu près 1 milliard de francs CFA qui a été donc déboursé par notre département ministériel pour venir en appui à certains start-up. Toujours dans ce programme, nous visons la formation avec vous-même de 52 310 jeunes dans le domaine donc du numérique. Ce rendez-vous mondial des startups va se dérouler du 14 au 17 juin prochain à Paris. La Vivatech 2023 va réunir 146 pays à cette grande messe de la technologie et de l'innovation. Près de 124 000 visiteurs sont attendus pour 13 000 exposants et 3 scènes avec 350 conférenciers de renommée mondiale. Pour cette 7e édition, la Corée du Sud est le pays à l'honneur. L'Assemblée nationale met en place une commission permanente parlementaire d'évaluation de l'action publique pour mener à bien cette mission. Une collaboration la lie à la Cour des comptes. Les deux institutions ont eu une séance de travail. On le verra avec Léon Brou. Ce tandem vient renforcer les actions. Séance de travail, commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale, Cour des comptes. Au menu, environnement et méthodologie du contrôle de l'action publique, autrement dit, des initiatives et investissements du gouvernement en faveur des populations. La Chambre des comptes, institution judiciaire rompue à cette tâche, une école pour les députés. Une politique publique, elle doit avoir une valeur ajoutée sociétale, notamment prenant en compte la pertinence, la cohérence et l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact sur les populations. Vous savez, la pertinence, l'indépendance, l'intégrité de la Cour des comptes. Nous avons abouti à une collaboration franche entre nous. La loi qui porte organisation de la Cour des comptes prévoit que nous devons assister le Parlement. C'est la première fois que cette commission vient à la Cour des comptes et de nos échanges, il apparaît que nous allons
travailler de manière très étroite. Quand une politique publique est prise, il faut voir comment elle a été mise en œuvre, quels sont les résultats atteints par rapport aux résultats qui étaient escomptés. La commission d'évaluation des politiques publiques est la 7e et la dernière née des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'est le fruit des réformes de la législature en cours. Sa mission, constater et examiner les actions du gouvernement pour en juger de l'opportunité, donner les avis et orientations. La Cour des comptes, elle, va au-delà en tant qu'institution judiciaire pour intenter, si nécessaire, des procès. Et voici notre coopération. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le comité de pilotage a pris des mesures. Les deux pays ouvrent le front contre les acheteurs véreux tout le long de la frontière entre les deux pays. Un dispositif sécuritaire sera mis en place dès le 2 septembre. Envoyés spéciaux à Accra, Lansine Bakayoko, Fernand Conan. Cette 4e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao a débouché sur une demi-dizaine de décisions, entre autres les nominations dans le top management, l'adoption du budget administratif, l'achèvement du nouveau siège de l'initiative, mais aussi la sécurisation des producteurs et des circuits commerciaux, notamment le long des frontières ivoiriennes et ghanéennes. Nous travaillons sur une coordination entre les salles de marché de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour positionner nos cacao en temps décidé entre les deux pays et nos positionnements sur des questions de lobbying. Et tout cela a été des questions très stratégiques que nous avons passées en revue et présentées au ministre et au comité de pilotage des membres sur comment consolider notre position sur le marché. Nous essayons de développer toutes les actions qui vont contribuer à faire en sorte que les planteurs aient un meilleur prix, de manière à améliorer leur niveau de vie. Selon Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, toutes ces décisions devraient être entérinées par les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Nana Akufo du Ghana. Deux chefs d'État qui multiplient les initiatives afin d'établir les bases d'un meilleur prix durable et une juste rémunération des producteurs de cacao. Et nos chefs d'État ont eu une vision de nous mettre ensemble pour aller lutter, pour obtenir gain de cause. Et pour nous, obtenir gain de cause revient à dire permettre aux producteurs de pouvoir disposer de bonnes conditions de travail et d'améliorer également leurs conditions de vie. Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation ont pu visiter les bâtiments qui vont abriter le siège de l'initiative Cacao à Accra. Et des initiatives également notées pour la sécurité sur les routes. La semaine de sensibilisation est lancée dans la commune de Cocody. C'est une période consacrée à la prévention en période de pluie. Les responsables du ministère des Transports appellent au respect du code de la route et au port du casque. Mamadou Kwasi. On les retrouve un peu partout, sur les grandes artères comme dans les rues des quartiers. Les engins à 2 ou 3 roues motorisées circulent sans la moindre protection pour certains, encore moins le respect du code de la route. Et bonjour les accidents. J'étais sur la voie et puis bon, comme il voulait passer là, le petit a voulu traverser et freiner, donc le goudron m'a fait tomber comme ça. Non, j'ai juste des gratignures seulement, c'est tout. Mais ces motocyclistes sont conscients des dangers qu'ils encourent. Parce que je ne sais pas si la moto, là, lorsque nous sommes dessus, là, je ne sais pas s'il y a un esprit dedans. Parce que les gens nous donnent des conseils, ah les gars, soyez prudents, faites ça, faites ceci. Et dit oui, effectivement. Mais quand on est au milieu, quand on arrive au feu, je ne sais pas au fait. Mais je pense que c'est ce qu'on doit faire. On va commencer à respecter le feu. Ces usagers de la route sont au cœur de cette 5e édition de la semaine de sensibilisation sur la sécurité routière. Le ministère des Transports met l'accent sur la sensibilisation sur le respect des mesures de sécurité en cette saison pluvieuse, mais surtout le port des casques. Les 2 roues constituent pour nous un souci dès lors qu'ils représentent 31% des tués sur nos routes. Et malheureusement, c'est des jeunes de 16 à 29 ans, 35 ans, qui constituent le gros lot de cette frange d'usagers. Donc nous recommandons à l'ensemble des usagers de disposer de bons pneumatiques et d'avoir les bons comportements en cette période. Pour l'initiative, le ministère des Transports
bénéficie du soutien des structures en charge de l'organisation des motocyclistes. Du 3 au 10 juin 2023, les agents du ministère des Transports vont sillonner le territoire national tout en prenant siège dans la région du Sud-Komoué. La sécurité sur la route dépend aussi de l'état des engins, les garages sensibilisés sur les dangers de l'huile de moteur usagée. La réutilisation est polluante et dangereuse pour la santé de l'homme. Le ministère de l'Environnement en parle donc avec les acteurs. Une campagne a d'ailleurs démarré à Bobo, Lorgo et Tigrascando. L'huile de vidange ou encore huile de moteur après son usage devient polluante et n'est donc plus utilisable. Ces huiles usagées, parfois utilisées au contact de la peau et même déversées dans la nature par méconnaissance. Cette huile polluante présente des dangers pour la santé humaine et pour l'environnement. Tous ces polluants-là, lorsqu'ils se retrouvent dans l'environnement, ils peuvent causer des dommages énormes. Par exemple, 5 litres d'huile usagée vient comme polluer l'air qu'une personne va respirer sur une certaine période de temps. Pour réduire son impact sur la vie des populations, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a décidé de sensibiliser les acteurs de ce secteur, notamment les garagistes et les ferrailleurs, sur les dangers de ce produit. Première étape à Bobo. Nous avons entrepris des journées de sensibilisation d'information sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, sachez que c'est la réutilisation des déchets pour de nouveaux produits. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des structures qui utilisent ces huiles pour produire de nouvelles huiles, ce qu'on appelle la valorisation des huiles usagées. Le ministère décide d'aller plus loin. En partenariat avec des structures privées, il décide de collecter et de traiter ces déchets. Un système de collecte et de traitement pour la révalorisation de ces huiles dans le cadre de l'économie circulaire. Nous avons pris l'initiative de contacter toutes les collectivités territoriales, tous les élus locaux, pour que nous puissions sensibiliser tout le monde à la chose de la protection de notre environnement, de ce type de déchets. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé par Abobo, qui pour nous, Abobo étant la commune où il y a plus de concentration de mécaniciens et de garagistes, nous avons pris Abobo comme projet pilote pour le lancement de cette initiative. Ce projet de révalorisation de ces huiles usagées permettra de protéger l'environnement et la santé des populations. Et dans l'actualité politique ce soir, la coalition des leaders politiques de la commune de Yopougon a effectué sa rentrée politique. Elle apporte son soutien à Adama Bictogo, candidat du RHDP pour l'élection municipale. Zié Daouda Koulibaly Peweleyan, le président d'honneur de cette coalition d'associations, de mouvements de soutien et de la société civile, entend ratisser large pour cette victoire. Abou Sanogo. Ils ont décidé de soutenir et d'accompagner Adama Bictogo pour le rayonnement de la commune de Yopougon. Ils sont membres de la coalition des leaders des partis politiques, mouvements et associations pour la victoire d'Adama Bictogo à Yopougon. Leur coalition regroupe les militants et leaders du RHDP, du FPI, du PDCI, du PPACI, du COGEP et de la société civile. Leur objectif, sceller une alliance autour de la candidature d'Adama Bictogo, qui est selon eux le candidat qui fait l'unanimité, ce qui explique le lancement de leurs activités. Là, on parle de développement. Le président Bictogo a tenu un discours très solennel. Le rassembleur, il a dit « j'ouvre mes bras à tous les autres partis ». Président d'honneur de la coalition des leaders politiques de Yopougon, Zié Daouda Koulibaly Peweleyan, a invité les membres de la coalition des leaders politiques de Yopougon à investir le terrain. Nous allons mener une action de proximité dans les foyers, les grandes familles, les groupes de jeunes, hommes, femmes, pour aller chercher les électeurs et non la foule. Il faut chercher ceux qui ont des cartes d'électeurs, parce que nous devons offrir à Bictogo la victoire la plus belle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La coalition des leaders politiques de Yopougon entend pour cela sillonner tous les quartiers de la commune de Yopougon pour le triomphe d'Adama Bictogo.
Dans le reste de l'actualité, au moins 288 personnes ont été tuées et plus de 900 blessés dans une catastrophe ferroviaire en Inde. L'accident implique plusieurs trains dans l'est du pays. C'est l'une des pires catastrophes du pays. Dans les heures qui ont suivi le drame, des autorités régionales et fédérales ont déployé plus de 200 ambulances ainsi qu'une dizaine d'équipes de secours. Les opérations de sauvetage sur le site sont maintenant terminées. De nombreuses victimes sont toujours prises en charge dans les hôpitaux de la région. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu sur le site de l'accident pour exprimer son soutien aux victimes. Et voici la page consacrée à la culture. La première édition de Nzrama Festival va se tenir les 28, 29 et 30 juillet. Tout maudit, cet événement se fixe comme objectif de passer de la production à la transformation des produits de l'agriculture et de l'élevage. Nzrama Festival bénéficie du soutien de plusieurs personnalités, dont le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Le reportage de Serge Pacom Didi et Rigoré. Les potentialités agricoles et pastorales du district autonome des Lacs seront mises en évidence dans la ville de Toumoudi les 28, 29 et 30 juillet prochains à l'occasion de la première édition de Nzrama Festival. Le thème, faire de la transformation des produits agropastoraux le pilier de l'économie du district des Lacs. Nzrama ou étoile en langue bâclée symbolise la lumière. Cette lumière étoilée qui luit depuis le ciel. Nzrama Festival entend donc se positionner comme la vitrine culturelle et économique du district autonome des Lacs. Initié par la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi, cet événement mettra en lumière le savoir-faire des producteurs des régions du Ifou, du Nzi et du Bélier qui composent le district des Lacs. Il s'agit d'un aspect extrêmement important pour le président de la République, de la production à la transformation. Nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le chômage, d'encourager les femmes dans leur autonomisation et de maintenir la cohésion et la paix. C'est ainsi que Nzrama est né. Le projet bénéficie du soutien de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la RTI, le gouverneur du district d'Abidjan et le ministre de la Réconciliation. La culture étant le fonds de commerce du tourisme, nous serons à vos côtés et nous jouerons pleinement notre rôle pour renforcer la cohésion sociale, accélérer le développement local et inclusif pour promouvoir la destination au plan touristique. Nzrama Festival 2023 est parrainé par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, représenté. Votre parent et votre frère, votre allié, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, est de cœur avec vous. Point n'est besoin de vous rappeler son attachement à ce district des Lacs et à ses fils et à ses filles. Cette édition inaugurale qui se tient autour du thème de la production à la transformation de nos produits agropastoraux cadre parfaitement avec la vision de son Excellence le Président de la République qui a pour ambition d'opérer un changement structurel de notre économie. Nzrama Festival, c'est aussi un brassage des cultures avec la participation du peuple bron, invité de cette première édition. D'où la tenue d'un exposé scientifique sur l'origine et la portée de l'alliance interethnique entre les peuples bron et baoulé. Un reportage de Serge Pacom Didi, Victorine Yao Yoboué. Dans le 7e art, le cinéma kényan est monté sur la plus haute marche du festival de Kuriga au Maroc. La 23e édition a pris fin avec ce sacre de la cinéaste Angela Ouamay. Elle a remporté le Grand Prix Samben Ousmane, d'autres prix également décernés. Des détails avec Issa Tionayo. Rideau sur la 23e édition du Festival international du cinéma africain de Kuriga au Maroc, une compétition marquée dans la catégorie des longs métrages dotée du trophée Samben Ousmane par le sacre du film kényan Shimoni. Ça nous a pris beaucoup de temps, ça nous a pris beaucoup d'efforts, mais je crois que c'est le début de ce qu'on va faire. Dans la catégorie des courts-métrages, c'est le film Ziwa qui est sorti vainqueur de l'épreuve. Le président de la fondation du festival s'est réjoui de la diversité culturelle des productions cinématographiques. Le franc succès de la 23e édition
nous trace la voie à suivre pour aller de l'avant et ériger le festival au meilleur standard du continent. La consolidation du festival et sa promotion sur le plan africain et international contribuent grandement et à plus d'un titre à l'essor de la ville qui l'abrite. Dans ce rendez-vous du dialogue interculturel, la Côte d'Ivoire était présente avec le film Sokna et dans le jury de long métrage avec Désiré Begro. La Côte d'Ivoire a été très honorée à ce festival. Nous avons eu un membre du jury qui est intervenu dans le jury long métrage. Nous avons eu un film en compétition qui ont participé ici à plusieurs rencontres professionnelles, des rencontres très enrichissantes. Et c'est une belle expérience pour la Côte d'Ivoire qui permettra, en tout cas, je le pense bien, d'apporter une plus-value à notre cinéma. Au total, 15 films étaient en compétition au niveau des courts-métrages et 12 longs-métrages. Outre les grands prix, des prix spéciaux ont également été décernés. Le cinéma de Kouribga se referme avec la naissance d'un nouveau bébé. La Fédération panafricaine des festivals de cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. Alors à présent, la découverte des sites touristiques de la Jordanie. Ce pays regorge de nombreux sites qui datent de plusieurs siècles. Les conseillers économiques et sociaux du monde francophone y ont fait un tour. C'était à l'occasion de la 4e réunion de leur forum. Ils ont découvert ce joyau touristique dont voici une belle illustration dans ce reportage de Didier Nguessan. Les membres des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones étaient à Amman, en Jordanie, pour participer au 4e Forum international des entreprises francophones. En marge de ce 4e forum, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akahawele et ses homologues des autres pays membres de l'UCCIF ont visité des sites touristiques de la Jordanie. Cette visite leur a permis de découvrir les joyaux de ce pays, tels que la cité historique de Petra, vieille d'environ 2000 ans. Elle est connue sous le nom de cité rose à cause de la couleur des rochers. Cette côte a fasciné les visiteurs avec ses sculptures uniques qui représentent des animaux des temples, des palais, sans oublier ces belles rues à colonnades. Les eaux du Jourdain, l'une des limites de la terre promise aux Hébreux, menée par le prophète Moïse, selon l'évangile où le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par le prophète Jean-Baptiste, n'ont pas manqué d'émerveiller les conseillers économiques et sociaux. Parlant des terres promises, c'est à partir du mont Nebo, dans la cité du Madaba, qu'elle a été révélée au prophète Moïse. C'est sur cette montagne également qu'il aurait fait bâtir sa première église. Construit en l'an 130 avant Jésus-Christ, en l'honneur de l'empereur Adrien, le théâtre romain situé dans la partie orientale de la capitale Amman est aussi un joyau touristique qui a été visité, ainsi que la mer morte. Parlant à son homologue jordanien, le docteur Moussa Cheyoui, qu'il invite en Côte d'Ivoire, le docteur Eugène Akahawele a soutenu que son pays, en plus de sa diversité culturelle, regorge également de joyaux touristiques. Les belles plages d'Assini, de Grand Bassam, la basilique de Yamoussoukro, les cascades de Mont, le pont des Lianes, les danses traditionnelles dont le Boloy à Korogo, par exemple, que lui et sa délégation pourront découvrir. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie, par l'entremise des conseillers économiques et sociaux, vont se renforcer les mois à venir. Et ici en Côte d'Ivoire, justement, la semaine du Kroubi est lancée. C'est la 7e édition de ce festival socio-culturel, économique et touristique qui se tient dans le Zanzan. Le pays invité cette année, c'est l'Angola. Pour le commissaire général Issoufou Ouattara, c'est aussi une plateforme dédiée au développement économique local. Davy Soyo, Abdoulaye Koné. Le Kroubi, danse traditionnelle de réjouissance du nord-est de la Côte d'Ivoire. Elle est exécutée par des jeunes filles dont l'âge varie entre 5 et 25 ans. Perchées sur des poutres de près de 3 mètres, elles tiennent entre les mains une queue de cheval qu'elles balancent de façon synchronisée au rythme d'une sonorité du terroir.
Cette danse uniquement réservée aux jeunes filles vierges, un héritage culturel, est aujourd'hui érigée en festival. Un rendez-vous désormais incontournable dans le district autonome du Zanzan. Pour cette 7e édition, plusieurs attractions sont au programme. Vous avez toutes ces surprises au niveau touristique, les singes, les caïmans, les mosquées, les anciens sites préhistoriques. Et puis Bondoukou, je veux dire le district de Zanzan, c'est beaucoup de mystères. Si on cite tout, ça ne donnera pas goût aux gens. Il faut qu'on cache un peu. Mais venez, quand vous venez, vous allez découvrir. L'édition 2023 de la Semaine du Kroubi se tiendra cette année du 8 au 11 juin prochain. Le festival est également l'occasion de promouvoir les atouts touristiques de la ville de Bondoukou, la cité aux 1000 mosquées. Alphabétisation, outils d'inclusion financière et d'autonomisation de la femme, c'est le thème de cette 7e édition du Kroubi, avec l'Angola comme le pays invité d'honneur. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Ouattara Yeti Yacouba, qui est l'auteur de l'Odyssée du peuple sénoufo, récit historique. Déjà à la première de couverture, on constate ce qui peut être aujourd'hui, sinon ce qui a toujours été désigné comme le symbole du peuple sénoufo, c'est le Kalao. Alors, c'est quoi ces symboles qui caractérisent ce peuple? Exactement, merci bien, M. Kolo Coulibaly. Il faut dire que le symbole du peuple sénoufo, qui se représente par le Kalao. Et le Kalao est représenté comme ça, comme le symbole, l'animal protecteur du sénoufo. Okay? Et maintenant, ce symbole-là se caractérise en 3 éléments. Quand vous regardez cet animal avec le dos large, qui représente qu'il encaisse beaucoup. Son dos est large parce qu'il doit encaisser beaucoup de difficultés et tout ce qu'il y a dans la vie quotidienne. Et son gros ventre, comme on le voit, et il a beaucoup à dire, il a beaucoup dans le ventre comme secret. Et quand vous regardez son bec qui est large, il peut dire plus, mais il se tait moins et il parle au moment opportun. Voici ce qui caractérise ce symbole-là qu'on appelle le Kalao, qui symbolise ou bien qui est l'identité même culturelle du peuple sénoufo. Avant de rentrer dans le fond du sujet, on va regarder l'Odyssée du peuple sénoufo avec Serge Bakom Didi et Moussa Konaté et on se retrouve. L'Odyssée du peuple sénoufo est l'intitulé de la production littéraire de Ouattara Yeti Yacouba, étudiant en master d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dans cette œuvre de 148 pages, l'auteur retrace l'historique du peuple sénoufo. Il fait découvrir ce peuple à travers des pans de sa culture et ses différents sous-groupes que sont Tchegbara, Nafara, Djeli, que l'on retrouve à Korogo, les Tagbana à Katiola, les Gbin à Ouangolo-Dougou, les Djimini à Dabakala. L'œuvre Odyssée du peuple sénoufo a été réalisée en 5 ans à travers recherches personnelles, archives, des échanges avec des sages. L'auteur attire également l'attention sur la préservation de la culture sénoufo. Il interpelle à la sauvegarde, à la pérennisation de cette culture. Odyssée du peuple sénoufo met également en lumière les valeurs de ce peuple que sont l'éducation, l'engagement et le sens de la responsabilité. Des valeurs à inculquer à la génération actuelle. Et aujourd'hui, justement, c'est un défi. Vous le dites dans l'ouvrage. J'ai eu l'impression que vous vous inquiétez d'ailleurs de la disparition ou bien de la perte de ces valeurs. Mais finalement, qu'est-ce que nous reste alors? Exactement. C'est ce qui nous interpelle dans cette aventure. Il faut interpeller la nouvelle génération sur les valeurs culturelles, le fondement même de la société. Il faut dire que la culture est le reflet d'un peuple. Et lorsqu'on se base sur la culture, on a un lendemain meilleur, on a un quotidien meilleur. Et à travers cette culture-là, on peut laisser voir une éducation, un meilleur vivre en société. Et ce qui se fait démontrer par cette culture sénoufo. Mais aujourd'hui, avec une culture sénoufo qu'il faut préserver, vous tentez d'écrire, mais tout n'est pas facile à dire. Vous avez la loi du silence, donc pour ceux qui sont initiés, évidemment, on ne dit pas tout. Comment alors on peut préserver une telle culture, selon vous? Oui, tout est une question de volonté. Aujourd'hui, nous avons nos sages auprès de nous. Nous avons les vieux sénoufos auprès de nous. Faites un tour au village pour savoir, parce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir et de se déclarer sénoufo. Il faut quand même en faire un combat. Il faut pérenniser cette culture-là, parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une société moderne. Alors que la culture, comme je l'ai dit tantôt, est le reflet d'un peuple.
est ce qui nous caractérise lorsqu'on a tout perdu. Et lorsque nous faisons face à cette société moderne, il faille de retourner vers notre identité culturelle. Donc on interpelle cette nouvelle génération au retour à ces valeurs-là. Est-ce que vous avez en fait eu l'impression quand vous étiez en recherche documentaire ou alors de témoignages, vous avez l'impression qu'il y a des valeurs, il y a des rites traditionnels qui ont disparu ou alors qui sont en voie de l'être? Exactement. Dans nos recherches, on a pu laisser voir comme ça que j'ai pris l'ancêtre des Sénufo comme exemple, le Djeli ou bien les Djeliso, ou bien on les appelle en Sénufo les Djelibeli, qui sont un peuple, comme je l'ai dit tantôt, sont des ancêtres de Sénufo. Et c'est un peuple qui tend à disparaître. Certains peut-être ne connaissent pas vraiment ce peuple-là, mais c'est un merveilleux peuple qui ont vraiment gardé les secrets ou bien l'identité du peuple Sénufo. Et qui ont le Korobla. Exactement, qui ont le Korobla, bien sûr. Donc, vous voyez un peu, et il y a des rites aujourd'hui culturels qui tendent à être modernisés. Il va falloir, parce que le Sénufo a su garder cette identité, savoir ce qui est traditionnalisme et modernisme, pour ne pas quand même entremêler les choses. Alors, vous avez certainement peut-être entendu d'autres personnes, d'autres chercheurs. Je pense au professeur Mbra qui a écrit sur l'initiation en pays Sénufo, le professeur Thiornan, la lumineuse thèse de doctorat de Yalamoussa Coulibaly. Autant de personnes et de personnalités qui ont écrit sur le peuple Sénufo. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Ici, nous, cette nouvelle génération qui s'annonce, nous apportons notre pierre à l'édifice de la préservation ou bien la pérennisation de la culture Sénufo. Il faut dire que, avec ce que nos dévanciers ont déjà accompli, nous, cette nouvelle génération, on veut leur montrer que, vraiment, derrière eux, il y aura cette nouvelle génération qui va perpétuer cette tradition-là, qui va valoriser et pérenniser cette tradition. Ce sont des gens avec qui vous avez parlé? Exactement, comme Dr Yalamoussa, professeur Mbra Kwaku, qui fut mon professeur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Qui était un initié, il faut le rappeler. Exactement, que je respecte parce que c'est un sachant. Et aujourd'hui, il a fabriqué ce modèle que je suis ici, par ses traces, par ses recherches, à travers son engouement et les valeurs qu'il dégage. Il faut dire que les valeurs culturelles qu'il dégage ne m'a pas laissé indifférent afin de mener encore ce combat, de faire encore une continuité. Alors, il n'y a pas que le peuple Sénufo dans sa région traditionnelle qui est connue, notamment les savanes, mais il y a aussi au Djéné, si vous voulez, au Djéné, avec le canton Naolo, et il y a Bondoukou où on a les Nafana. C'est pas peut-être sûr. Oui, bon, il faut dire qu'aujourd'hui, on a peut-être cette mauvaise vision de peut-être la notion peut-être de Sénufo. Quand je le dis ainsi, au niveau d'Odiéné, peut-être certains penseraient qu'Odiéné, peut-être c'est des Djoula. Odiéné a été bâti par les Sénufo depuis la période de Vakaba Touré, et tout le monde le sait. Et aujourd'hui, le Sénufo tel qu'on le connaît, un peu pacifique, a laissé la place à ses concitoyens, ceux qui ils sont venus trouver sur place. Et au fur et à mesure, vu ce pacifisme, ça leur a valu justement des déplacements. Exactement, ça leur a valu des déplacements, puisque c'est un peuple cultivateur, d'où son nom, le Sénufo. Donc c'est un peu pacifique qui a laissé la place. Le Sénang ou Sénambélé, qui veut dire des peuples ou bien des personnes, des hommes qui travaillent au champ. Et c'est cette valeur-là que ce peuple Sénufo a toujours dégagé avec tous les peuples qu'il a trouvés sur place lors de son introduction en Côte d'Ivoire. Justement, ça nous amène à parler de son peuplement. Oui. Est-ce que vous avez eu des témoignages de la période exacte? Parce que jusque-là, on a encore du mal à situer. Exactement. Il faut le dire que dans nos recherches, nous avons pu quand même laisser voir dans nos recherches, on a pu avoir deux périodes dans le peuplement de la Côte d'Ivoire par le peuple Sénufo. Et la première période qui est de la première vague qui part du 10e au 15e siècle, et la deuxième période va du 16e au 18e siècle. Et ça a été effectué par vagues successives. Voici un peu comment ce qu'on peut dire du peuplement du peuple Sénufo en Côte d'Ivoire. Et ces peuples Sénufo sont un peu partout. Je dirais qu'ils représentent 1 700 000 habitants de la Côte d'Ivoire. Et ce peuple-là a le plus de sous-groupes. Justement, il y en a combien, rapidement pour terminer? Et dans nos recherches, nous avons plus de 30 de sous-groupes, puisque au sein de ces sous-groupes, il y a encore des petits sous-groupes qui existent dans le peuple Sénufo.
Voilà, qu'il faut quand même préciser. Parce que également, c'est un peuple qui a le plus d'alliés en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peuple qui est vraiment un peu pacifique, un peuple travailleur, un peuple pourvoyeur de bonnes valeurs. Alors justement, il faut peut-être être prétentieux si on estime qu'on peut parler du peuple sénoufo dans un ouvrage ou alors en 10 minutes à la télévision. Ce n'est tout simplement pas possible. On va donc s'arrêter là pour ce soir. On vous remercie. Et se dire qu'on en reparle dès que l'occasion se présente. Merci Yeti Ouattara, pour l'invitation. Yacouba, l'Odyssée du peuple sénoufo, récit historique, un ouvrage qui vient d'être publié, qui est particulièrement riche, il faut le rappeler. Merci l'invité de la page culture. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir... Et il faut surtout noter que la TNT s'est déployée sur l'ensemble du territoire pour donner de meilleures qualités d'image et de son. Un dispositif mis en place par la société IDT de qui il faut se rapprocher pour bénéficier de la télévision numérique terrestre gratuite et suivre tous les programmes, notamment de la RTI. Voilà qui m'a interrompu ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend justement que celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne connaîtra jamais le chemin qu'il faut suivre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.